Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence. On va commencer la réunion publique avec l'ordre du jour. Je vous rappelle que la réunion est filmée et qu'elle est retransmise sur le site de la mairie du 15e dès demain. Le premier sujet, ce sera l'ouverture du centre de protection maternelle et infantile Bargues. Et comme intervenante, nous aurons Charlotte Desrousseaux, qui est adjointe au maire chargée de la famille et de la petite enfance. Ensuite, dans un second temps, nous présenterons les actions mises en œuvre pour les seniors et les plus vulnérables, avec comme intervenant Sylvie Sérac, adjointe au maire chargée des solidarités, du lien intergénérationnel et des quartiers politiques de la ville, ainsi qu'Anthony Samama, adjoint au maire chargé de la tranquillité publique, de la prévention et de la police municipale. Je vais passer la parole à Louise Agathe, qui peut-être non, c'est bon. On démarre directement. Bon, ça va, elle est en retraite aujourd'hui. Non, on enchaîne directement. Ok, je laisse la parole à Charlotte Desrousseaux. Ok, bonsoir à tous. Donc, je suis l'adjointe en charge de la famille et de la petite enfance. Je prends la parole ce soir pour vous parler de l'ouverture du centre de protection maternelle et infantile alors qu'il vient de déménager. Alors, par rapport à la moyenne d'âge de cette assistance, ce serait peut-être plutôt pour vos enfants et petits-enfants. Mais en tout cas, n'hésitez pas à en parler. Un centre de PMI, c'est un centre qui accompagne les jeunes parents, les jeunes mamans, avant, au moment de la naissance et après la naissance. C'est important d'en parler autour de vous parce que ça permet aux jeunes mamans d'avoir un suivi, de la prévention et d'avoir énormément de conseils et un suivi notamment médical et paramédical. L'intérêt de l'ouverture du centre de PMI rue Bargues, c'est que le centre était initialement géré par l'association OCMC Asile, dont le siège se trouve 4 rue Vigée-Lebrun, donc juste à côté. Une campagne de travaux a été lancée pour restructurer totalement le bâtiment dans lequel il va y avoir des logements, une crèche et un nouveau centre de PMI. Ces travaux vont prendre du temps et donc il n'était pas possible de retirer en fait ce service aux familles. Par conséquent, nous avons déplacé ce centre rue Bargues. Je ne sais pas si vous êtes au courant du contexte de pénurie de professionnels auquel nous faisons face, pénurie de professionnels de crèche qui est particulièrement grave, qui impacte, pour vous donner une idée, nous avons 700 berceaux fermés actuellement dans le 15e, dans les crèches collectives municipales, ce qui entraîne une grande difficulté d'attribution de berceaux, une angoisse profonde pour toutes ces familles, avec une chute de la natalité et un service qui est totalement défaillant. Pour en venir au sujet initial, donc cette ouverture de ce transfert de PMI se fait grâce à la fermeture d'une crèche qui se situe rue Bargues, qui a été fermée en juin 2022 pour restructuration de la dalle. Et en fait, malheureusement, par manque de personnel, nous n'avons pas pu rouvrir cette crèche. Donc, avec une certaine réflexion et du bon sens et de la bonne volonté de la part de tout le monde, nous avons décidé de déplacer le centre de PMI rue Bargues pour 2 à 3 ans. Il y a un contrat qui a été passé avec la ville de Paris. Les locaux de la crèche Bargues appartiennent à la ville. Et donc, l'association OCMC Asile a pris possession des locaux du rez-de-chaussée de cette crèche, ce qui nous permet d'avoir des lieux fonctionnels et occupés parce que tout bâtiment vide a tendance à s'abîmer très vite. Et ça rend excessivement service à toutes les familles du 15e arrondissement, et notamment de ce secteur parce que la PMI actuelle n'est pas très éloignée de la PMI initiale et le déménagement s'est fait très, très facilement. Voilà. Donc je ne vais pas vous faire un topo sur les activités des centres de PMI, mais si vous professionnels différents, médecins, agents techniques, infirmières, puéricultrices, auxiliaires de puériculture, psychologues, psychomotriciennes et sages-femmes aussi pour accompagner toutes ces jeunes mamans. 4 centres de PMI, donc Bargues, PMI Périchaud, la goutte de lait au niveau de duplex et la PMI Léon Séché. Voilà, donc je me réjouis que ce projet ait pu aboutir. Je remercie Louise Agathe Charpentier de m'avoir permis de prendre la parole. Voilà, c'est important et n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que ce sont des consultations qui sont gratuites et qui sont de grande qualité. Voilà, je vous remercie. On peut passer aux questions, si... Certes. Oui. Tu as le micro juste en face de toi. Bonjour. Je voulais savoir, donc Carole Huitorel du 48 Bargues Association, l'association des locataires qui est sur le trottoir, de l'immeuble qui est en face du 47 rue Bargues, où est implantée pour 2-3 ans cette PMI.
J'ai une maman dans mon immeuble qui souhaiterait... Non, pardon, une future maman qui souhaiterait travailler dans une crèche et qui est confrontée à un petit problème. Elle m'a dit que son dossier est soumis à une vaccination. Je voulais savoir, est-ce que pour être assistante maternelle, il fallait absolument être vaccinée, Covid, etc., avoir tout le schéma vaccinal complet, ou est-ce que c'est... Voilà, est-ce que... Alors, je ne suis pas une pro du sujet. C'est pour être assistante maternelle ou pour travailler dans une crèche? Parce que c'est pas la même chose, en fait. Ou l'un ou l'autre. Alors, les assistantes maternelles sont des professionnels agréés par la protection maternelle et infantile pour garder 2, 3, 4 enfants à leur domicile. Elles sont en général référencées, elles ont un agrément donc obligatoire par la PMI. Alors, je ne connais pas les conditions. En tout cas, il faut que le logement, surtout, soit validé par la commission pour avoir toutes les conditions de sécurité et d'hygiène nécessaires. Alors, c'est pas assistante maternelle. Donc alors, sinon, c'est pour être professionnel de crèche. À ce moment-là, si elle veut travailler auprès de la ville de Paris, c'est un recrutement qui est fait par la direction famille petite enfance de la ville de Paris. Maintenant, je ne connais pas les conditions exactes. Alors, la vaccination Covid, il ne me semble pas que ce soit obligatoire maintenant chez les jeunes, mais il faudrait que je vérifie. En tout cas, vous pouvez la rediriger vers moi. Oui. Oui. Après, il y a certainement d'autres vaccins, ça très certainement. Oui. Oui. Et ce qui me semble le minimum, enfin les vaccins classiques. À mon avis, ça, de toute façon, c'est une évidence pour ne pas risquer de transmettre aux enfants. D'accord. Mais vous pouvez la rediriger vers moi. D'accord, très bien. Merci. Si vous voulez noter mon mail, charlotte.desrousseaux, DES, alors c'est marqué là, oui. @paris.fr. Voilà. @paris.fr. Oui, @paris.fr. En tout cas, moi, je suis preneuse de toutes les professionnels qui veulent travailler dans nos crèches, avec actuellement une centaine de professionnels manquantes uniquement. Au niveau municipal, dans nos crèches du 15e, je ne compte pas les structures associatives qui sont aussi en souffrance et les autres structures, donc toutes les bonnes volontés qualifiées et motivées sont les bienvenues. Très bien, merci beaucoup. Merci. Bonsoir, je suis au 47 de la rue Bargue et je vois votre jardin de la crèche. Et je me posais la question de savoir si la mairie de Paris allait se décider à tout nettoyer. À nettoyer, oui, c'est prévu. Alors, ce jardin est dans un état absolument catastrophique. Oh bah oui. C'est épouvantable. Alors, du temps de l'ouverture, quand la crèche était ouverte, ce jardin était envahi par les rats, donc il y avait des boîtes de dératisation. Et il y avait un filet au-dessus des enfants parce que des logements qui étaient au-dessus étaient jetés divers détritus. Foyer de travailleurs, merci Sylvie. Divers détritus sur les bébés, des pots de yaourt, des caleçons, de la nourriture, des couteaux, etc. Il y a un enfant, des poubelles, un enfant qui a été blessé. D'ailleurs, on a échappé à quelque chose de très grave. Donc, il a fallu mettre ces enfants sous filet. Voilà. La crèche a fermé en juin 2022 pour les raisons que vous connaissez, et pour les travaux notamment. Le jardin s'est dégradé. La crèche était en restructuration et maintenant impeccable, en tout cas à l'intérieur. Quasiment tout est terminé. Mais le jardin, c'est une question. Alors, la PMI, pour l'instant, il n'y a pas accès, mais en tout cas, c'est un sujet qui est porté de toute façon et qui va, j'espère, aboutir. Parce que c'est pas possible d'avoir des environs comme ça. Ouais. Donc c'est prévu maintenant, c'est toujours une question de temps, de priorisation et de budget. Mais en tout cas, c'est bien dans les Mais ça dépend de la mairie de Paris ou ça dépend de la Alors, mairie du 15e? c'est là, en fait, ça dépend de la... c'est une crèche collective municipale, donc l'entretien dépend de la ville de Paris, effectivement. Ouais. Après, les budgets sont alloués en fonction de... voilà, c'est un budget pour entretien de jardin, donc c'est un certain service, voilà. Et puis, certains budgets sont alloués en fonction de chaque spécialité. Ok, voilà. Merci. Je t'en prie. Concrètement, la PMI, elle a ouvert. Elle a ouvert le 9 janvier, je crois. D'accord. Ça a été très, très, très rapide. On leur a fait visiter les locaux fin novembre, début décembre. Et en fait, ça a été beaucoup plus rapide que prévu. Et donc, il y a eu une continuité totale d'accueil, en fait, parce que des rendez-vous à la PMI, les mamans peuvent venir sans rendez-vous, mais aussi prendre rendez-vous avec la sage-femme, avec le médecin. Et tous les rendez-vous ont pu être comme ça déplacés sans perdre la qualité, en fait, d'accueil des familles. Donc elle occupe les locaux rénovés de la crèche Bargue, le rez-de-chaussée. Voilà. Ok, merci. Est-ce que tu sais à peu près combien d'enfants vont pouvoir être accueillis quand la crèche va réouvrir? Est-ce qu'on a une idée à peu près? Les crèches Bargue, je crois que c'est 66 ou 72 enfants, normalement. Voilà.
Donc après, comme là, il y a d'autres crèches environnantes, en fait, si nous ouvrons une crèche, il faut vraiment qu'on ait un grand nombre d'arrivées. Ce sont des agents de la ville de Paris qui travaillent dans nos crèches, qui sont recrutés par la mairie centrale, qui fait de gros efforts parce que nous avons un sujet assez consensuel. Tout le monde a besoin de repartir travailler dans les meilleures conditions et donc de faire garder ses enfants. C'est vrai qu'on se retrouve avec beaucoup de bon sens autour de ce sujet-là. Les concours de recrutement qui sont faits 2 fois par an pour les auxiliaires de puériculture ouvrent 350 postes par an. Actuellement, nous avons moins de 200 candidats pour 350 postes ouverts, alors qu'il y a quelques années, il y avait 800 candidats qui se bousculaient pour essayer de faire ces métiers. Maintenant, il faut faire une sélection assez drastique des profils qui viennent travailler dans les crèches pour qu'il y ait une vraie qualification, une motivation, et puis pour pas qu'elles filent et qu'elles claquent la porte 2 jours après leur arrivée, ce qui est malheureusement souvent le cas. Et donc si on ouvre une crèche, il faut qu'on soit sûr du nombre de professionnels qui viennent travailler dans la crèche, parce qu'actuellement, quand on procède par mutualisation, c'est ce qui s'est passé en fait pour Bargues, au profit des crèches environnantes. Si on siphonne une crèche, on siphonne les professionnels, les bébés, et si c'est pour ouvrir pour 10 bébés, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc on préfère rassembler les professionnels. Donc théoriquement, c'est une grosse capacité quand même. Voilà. Pourquoi n'y a-t-il pas assez de candidats? C'est la rémunération? Alors, je crois que ces métiers ont été maltraités et malmenés pendant des années. On n'a plus personne ni à l'hôpital, ni dans les EHPAD, ni pour s'occuper de nos bébés, plus de profs non plus. Tous ces métiers ont été malmenés, je pense, socialement, financièrement, même si ce sont des métiers revalorisés. Je crois aussi que la perte du goût de l'effort et du goût du travail chez les jeunes générations a profondément impacté aussi le sujet, et qu'actuellement, il n'y a pas de télétravail dans les structures petite enfance. Il était même question de faire des formations à distance pour pour former les jeunes professionnels. Heureusement, ça a été bloqué, ce qui est une aberration totale. On travaille en direct avec ses enfants et non pas derrière un écran d'ordinateur. Donc, métier trop dévalorisé, et nous avons le même problème qu'à l'hôpital, avec une surtension en fait des horaires. Et comme nous sommes obligés d'avoir un ratio d'encadrement très serré et strict dans les structures petite enfance, qui est de 5 professionnels pour un tout petit qui ne marche pas, et 5 bébés pour un professionnel et 8 bébés marcheurs pour un. Donc quand ils sont plus grands, on ne peut pas déséquilibrer ce ratio. Donc s'il nous manque des professionnels, nous fermons des berceaux. Voilà. Actuellement, environ 600 dans le 15e. Donc ça fait 600 familles à peu près impactées par cette pénurie. Et malgré les campagnes de revalorisation financière, d'attractivité, avec beaucoup de campagnes d'information, il y a tout le temps des campagnes d'affichage aussi, mais c'est pas suffisant, malheureusement. En fait, on tourne en rond mal. Oui. J'ajoute aussi que je pense qu'il y a aussi un problème de logement, parce qu'à Paris, les logements sont sont chers, et donc forcément, c'est difficile pour les budgets, pour leur budget. Excusez-moi, est-ce que vous envisagez de former des gens justement pour pallier à ça? Alors, il y a des formations. Alors, il y a plein de centres de formation, mais la ville de Paris, en tout cas, permet d'accéder. Il y a plusieurs niveaux, en fait, dans les professions. Les infirmières qui sont... la tête des crèches, ce sont des infirmières puéricultrices, en général, ou éventuellement éducatrices de jeunes enfants. Après, on a une éducatrice de jeunes enfants pour 30 enfants, théoriquement, dans chaque crèche, donc 2 s'il y a 60 enfants. Après, il y a des auxiliaires de puériculture qui ont une formation d'1 an, et des CAP petite enfance, qui est un nouveau... ça fait longtemps que ce métier existe, mais en tout cas, c'est une formation qui dure moins longtemps, qui dure 6 mois. Il faut une période probante d'au minimum 6 mois d'activité ou de stage et d'activité pour être employé dans une crèche. On a cependant des quotas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 25 CAP petite enfance et une auxiliaire de puériculture. Voilà, il y a un équilibre à trouver qui est assez strict au niveau des crèches collectives municipales, qu'il est aussi dans les structures associatives. Pour ce qui est de former, il y a plein d'écoles de formation, alors pas mal d'écoles privées, mais le cursus Ville de Paris permet aussi d'accompagner ces personnes qui veulent s'intégrer et découvrir le métier de la petite enfance. Voilà. En tout cas, il faut s'adresser ou à nous ou à la Ville de Paris et on vous redirige. Nous faisons aussi des forums, des cafés emploi avec les recruteurs de la Ville de Paris, pour proposer à toutes ces personnes qui sont inscrites à France Travail de venir travailler dans nos équipes, en tout cas d'être informées et d'être accompagnées.
Peut-être une dernière information. On est souvent sollicité par des familles qui sont en recherche d'informations aussi, comment avoir plus d'informations sur les différents modes de garde à Paris et plus précisément dans le 15e. Et je crois qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place justement pour pouvoir renseigner au mieux les familles dans cette période de pénurie. Oui, alors depuis 1 an et demi, nous organisons à la mairie du 15e des réunions tout mode de garde. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir des moyens, j'ai une obligation d'information et ce contexte est extrêmement difficile. Je suis la première désespérée de cette situation avec des familles extrêmement anxieuses qui hésitent à avoir des enfants, ce qui entraîne la chute de la natalité que nous connaissons, qui est absolument dramatique. Et puis surtout, c'est quand même magique d'avoir des enfants et on devrait pouvoir les élever dans les meilleures conditions, en repartant travailler aussi en étant serein. Donc dans ce contexte difficile, nous avons mis en place des réunions qu'on appelle tout mode d'accueil, qui ont lieu à peu près tous les mois à la mairie le mercredi matin. La prochaine, je crois que c'est le 26 mars, il me semble, c'est un mercredi, où je présente tous les modes de garde qui existent dans le 15e arrondissement, c'est-à-dire que je présente les crèches collectives, c'est mercredi 26 matin à 9h30 à la mairie. Je présente les modes de garde existants, c'est-à-dire les crèches collectives municipales, les crèches associatives, les crèches privées, les assistantes maternelles, les nounous aussi, parce qu'il faut proposer tout un panel large. Et l'avantage, c'est qu'après le topo que je fais pendant 3/4 d'heure, 1 heure, il y a une intervention d'une professionnelle de la PMI qui vient aussi expliquer les services que peuvent rendre cette structure. Et les parents peuvent rencontrer des professionnels qui sont autour de la salle. Voilà, des professionnels qui représentent le service d'agrément des assistantes maternelles familiales, des crèches collectives municipales, etc. Ce qui permet d'avoir un échange direct et donc d'avoir une information claire sur le sujet. Et donc moi j'ai une parole assez transparente sur le contexte qui me désole, mais en tout cas je dis que c'est difficile. Et quand on explique aux familles, ça devient quand même moins compliqué, même si bien évidemment tout le monde est angoissé, tout le monde doit repartir travailler. Je dois expliquer qu'on a des critères aussi d'attribution qu'on essaye de caler de façon la plus juste possible, avec une obligation pour les parents de travailler. On ne donne pas des places de crèche pour les familles qui ne travaillent pas. Enfin, moi, ça me semble cohérent, c'est comme ça. Ou les gens qui sont en process actif de retour à l'emploi, qu'on va essayer d'aider avec un temps partiel au départ, un petit coup de pouce pour que ça redémarre et qu'après, ils aient un temps d'accueil, un temps plein pour leurs enfants et qu'ils reprennent une activité professionnelle stable. Voilà. Donc, ne pas hésiter à rediriger vers nos réunions tout mode d'accueil. Il y a des affichages à la mairie. Moi, je suis disponible aussi pour recevoir en rendez-vous les familles qui en font la demande, et puis le relais info-famille de la mairie, qui est le lieu d'inscription des demandes de place en crèche aussi, est une bonne ressource pour les informations des familles. Voilà. La PMI fait le relais aussi également, d'ailleurs. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons... Ouais. Protection maternelle et infantile, ce que vous avez sur le slide là, qui est là. Protection maternelle. Bon, on va passer au second sujet. On va présenter les actions mises en œuvre pour les seniors et les plus vulnérables. Je vais donner la parole à Sylvie Sérac. Eh bien, bonsoir. Eh bien, moi, je vais m'adresser aux jeunes de plus de 60 ans. Voilà. Donc, comme vous le savez, bien entendu, puisque vous habitez le 15e, nous sommes dans le plus grand arrondissement de Paris, le plus peuplé, puisqu'on a plus de 230 000 habitants, et le seul arrondissement de Paris qui a plus de 200 000 habitants. Donc, évidemment, dans cette population-là, nous avons des jeunes, des moins jeunes, des très, très jeunes et des très, très vieux. Voilà. Et donc, ce soir, je vais vous faire un petit peu un descriptif rapide, et puis on pourra toujours creuser les sujets qui vous intéressent plus particulièrement, de savoir tout ce qui existe. Les seniors sont une population qui représente environ 22 à 23% de notre population dans le 15e arrondissement, qui est un petit peu plus que sur l'ensemble de Paris. Et dans cette population donc d'environ plus de 50 000 personnes, nous avons près de 15% alors seniors, c'est à partir de 60 ans.
Hein, 60 ans, on est encore très jeune, mais enfin bon, c'est un label. Voilà. Donc on a environ 23%, un peu plus de 23% qui ont plus de 60 ans, et dans ces 23%, nous avons plus de 14% qui sont âgés de 60 à 74 ans, et environ 9% qui sont âgés de plus de 75 ans parmi ces personnes. Et dans ces personnes de plus de 75 ans, 52% vivent seuls, ce qui évidemment entraîne un certain nombre de problèmes. Alors, bonne nouvelle, l'espérance de vie dans le 15e est un petit peu meilleure que sur l'ensemble de Paris, puisqu'elle est de 88 ans pour les femmes et de 83 ans pour les hommes. Alors, je vais vous dire un petit peu les endroits qui sont des endroits clés dans notre arrondissement. C'est des lieux ressources. Vous avez d'abord l'espace parisien des solidarités, 3 places Adolphe Chériou, qui s'appelait avant le centre d'action sociale de la ville de Paris. Bon, ça a changé de titre, ça n'a pas changé de fonction. Au contraire, ça s'est plutôt renchéri dans ces locaux de la place Adolphe Chériou. Et donc, à l'espace parisien des solidarités, vous pouvez trouver à la fois des prestations financières, mais aussi obtenir un pass Navigo, également la téléalarme, des repas à domicile, l'aide à domicile, loisirs, etc. Paris et en compagnie. Et également, pour les personnes un peu plus âgées qui commencent à avoir des soucis de santé, l'allocation personnalisée d'autonomie, APA, qui est pour les plus de 60 ans. Et puis aussi, bien sûr, les chocolats à Noël, qui sont très prisés, puisqu'on en distribue environ 12 à 13 000 boîtes suivant les années. Donc ce sont pour des personnes qui ont certains revenus aussi. Il y a une condition de ressources. Alors dans cet endroit-là du 3 places Adolphe Chériou, il y a également un endroit très important pour les personnes en difficulté physique. C'est la M2A DAC. Alors ça veut dire Maison des aînés et des aidants, dispositif d'accompagnement coordonné. Il faut toujours des sigles très compliqués. Hein, mais enfin bon. Retenez Maison des aînés et des aidants, c'est ce qu'il y a de plus important. À cet endroit-là, on trouve information et orientation par une équipe pluridisciplinaire de travailleurs sociaux, d'infirmiers, d'ergothérapeutes, de médecins, qui peuvent faire une évaluation, même une évaluation à domicile, de la situation médicale ou sociale et financière, afin de mettre en place des plans d'aide ou de soins coordonnés. Mais aussi, il propose aussi des actions de prévention, de formation. La M2A, donc la Maison des aînés et des aidants, suit des situations en général assez complexes. Si vous avez juste des petits bobos pendant quelques temps ou la grippe, c'est pas la peine de s'adresser à eux. Par contre, si vous allez à l'hôpital, si vous sortez de l'hôpital, si vous avez des soins encore, si vous restez chez vous, que vous n'êtes plus autonome, là, ils sont vraiment formidables pour vous aider à coordonner l'ensemble des intervenants, et ça va jusqu'aux soins palliatifs. Alors, dans le 15e aussi, nous avons, pour ceux qui en auraient besoin, des établissements. Alors, c'est des maisons de retraite. D'abord, quand on est encore autonome, il y a 3 résidences autonomie de la ville de Paris, Vaugelas, rue Vaugelas, Quintigny, rue de la Quintigny, pas très loin d'ici, et Oscarotti. Et dans chacune, vous avez ce qu'on appelle un club, c'est-à-dire un lieu où il y a des activités qui sont ouvertes non seulement aux résidents de ces clubs, de ces résidences, mais également à des gens extérieurs. Alors, il y a des activités très diverses. Il y a du yoga, il y a je ne peux pas toutes vous les donner parce qu'il y en a énormément, mais ça, c'est intéressant aussi. Et ces résidences, elles ont également autre chose. Elles ont ce qu'on appelle un restaurant émeraude. Donc, vous pouvez y venir déjeuner. Alors, il faut demander il faut s'inscrire, évidemment. Et vous payez en fonction de vos revenus. Alors, ça peut être pas cher du tout. C'est des repas de qualité. Ça permet à la fois de se nourrir, mais également aussi de rencontrer du monde. Parce que quand on est seul chez soi, quelquefois, c'est pas très drôle de faire son repas tout seul et de déjeuner tout seul devant son assiette. Et donc, ça permet quand même à ces personnes-là de sortir de chez elles, parce que c'est ça qui est important. Tant qu'on sort de chez soi et qu'on peut rencontrer du monde, on évite un isolement profond. Voilà. Alors, vous avez aussi des résidences privées, donc ça, c'est un autre système, mais on a un immeuble Arcadie, on a des Hespérides, on a des Jardins Mirabeau, rue Ballard, etc. Alors après, la situation, ça va de moins en moins bien. Vous devez rentrer dans un établissement médicalisé, donc c'est ce qu'on appelle les EHPAD.
EHPAD, ça veut dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc vous avez, dans le 15e, on a un peu de chance parce qu'on a pas mal d'établissements. Je dis ça parce que je pense que quand on doit rentrer dans ce genre d'établissement, c'est déjà quelque chose qui est difficile, hein. C'est un peu une coupure aussi de son chez-soi. Et quand on peut rester dans son arrondissement, et si on est proche de son domicile, c'est encore mieux, parce qu'on ne perd pas trop de liens avec, bon, la famille, ça c'est une chose, mais avec les voisins, avec le gardien, avec des gens qui sont de votre quartier et qui peuvent éventuellement venir vous voir. Alors les 2 EHPAD de la ville de Paris sont Anselme Payen, donc rue Violet, et Huguel Vassecki à côté, qui est rue de Lourmel. Et puis on a 2 EHPAD associatifs. Villa Torelli, c'est à la place de l'ancien hôpital Saint-Michel. Et Chemin d'Espérance, c'est rue Violet. Et puis des privés, Cor-Orient, Champ de Mars, Castagnari et Maison de Famille. Voilà. Donc on a 7 EHPAD dans l'arrondissement. C'est un bon choix, un peu varié. Et ça permet quand même de rester dans son secteur. Donc, comme je suis dans les EHPAD et dans le médical, évidemment, vous connaissez tous l'hôpital Gabriel Paliez rue Vaugelas, qui fait des soins de long séjour exclusivement, mais qui a aussi un hôpital de jour pour des soins qui sont comme ça dans la journée. Alors, vous avez également 2 adresses que je voudrais vous donner, qui sont plus récentes dans l'arrondissement, mais qui peuvent être extrêmement utiles. C'est le centre... Non, on n'est pas là, si. C'est le centre Tiphaine, 12 rue Tiphaine, qui est à la fois un centre de vaccination, mais il y a également un centre de soins non programmés, et qui est ouvert tous les soirs de 20h à minuit, et tous les week-ends de 9h du matin à minuit, week-end et jours fériés. Ça, c'est parce que, je ne sais pas, un jour vous avez tout d'un coup 39, vous pensez que vous avez une angine, enfin quelque chose de pas trop grave, bien sûr, et puis vous n'avez pas de médecin, vous ne savez pas où aller, vous allez aller à l'hôpital parce que l'hôpital, vous êtes sûr qu'on va vous accueillir, et c'est justement pour désengorger les hôpitaux, les urgences des hôpitaux, où il y a beaucoup de gens qui viennent pour des choses qui ne sont pas non plus très graves et qui nécessiteraient vraiment d'une hospitalisation. Et donc vous avez ce centre-là, il y en a un deuxième qui est à l'hôpital Necker aussi, et qui assure le même service. Alors un sujet dont on est obligé de parler quand on parle de personnes qui sont âgées, mais pas forcément, mais qui peuvent être fragiles, c'est la maltraitance. Alors la définition officielle de la maltraitance en France, je vais vous la lire. La maltraitance vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Alors les situations de dépendance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein des situations. Les maltraitances, ça peut être physique, ça peut être sexuel, ça peut être psychologique, matériel, financière, etc. Ça commence très vite. Je vais vous donner un exemple. J'avais un EHPAD où il y avait des familles qui se sont plaintes. Leur mère était là. Or, leur mère ne pouvait rien manger de dur. Elle n'avait pas de dents ou plus de dents. Et voilà. Eh bien, au dessert, elle avait toujours des pommes. Eh bien, une pomme, on ne peut pas la manger quelquefois. Et donc, on lui posait sa pomme, elle ne pouvait pas manger sa pomme, on remportait le plateau avec la pomme, et elle n'avait pas de dessert. Voilà, ça, c'est une petite maltraitance, hein, Dieu merci. Bon, il y en a des beaucoup plus graves. Quand vous êtes témoin de ça, quand vous êtes au courant de ça, il faut faire un signalement. Alors, les signalements, ils se font à l'ARS ou au procureur de la République. Et il y a des événements graves, moins graves, etc. Évidemment, il y a eu statut en fonction de ça. Il y a, j'insiste beaucoup parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas, ou alors on parle tout d'un coup parce qu'il y a eu des événements très graves dans un établissement. Et donc, il faut être vigilant. Ça peut être chez votre voisin, c'est pas forcément à l'autre bout de Paris. Et vous avez une association qui s'appelle ALMA et qui accueille les gens par téléphone, recueille justement tous ces problèmes de maltraitance. C'est le 39 77. Donc, en général, c'est plutôt l'entourage familial qui signale. Les plus gros signalements viennent de là. Quelquefois, c'est la victime elle-même ou éventuellement des personnes qui interviennent à domicile et qui se rendent compte qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien. Ah, pardon.
l'Agence régionale de santé. Vous avez raison, parce que je fais la guerre toujours quand il y a des réunions à ça, monsieur. Alors vous avez complètement raison de me reprendre. Donc je suis très heureuse de vous répondre. Voilà, pour Alma de 3977, le nombre d'appels en 2024 a été de 391 en fait, et dont 25 à Paris. Autre chose qui peut intéresser et rendre service à nos seniors du 15e, de toute façon il n'y a que ceux-là qui m'intéressent, hein, je ne sors pas du 15e. Donc c'est le PAD 15. Alors le PAD, c'est le point d'accès au droit 15e, qui a des rendez-vous spécifiques pour les personnes, les seniors, peut-être parce qu'ils entendent moins bien, peut-être parce qu'ils ont des problèmes spécifiques, tous les mardis de 14h à 17h, sur rendez-vous au 22 rue de la Saïda, là où il y a la maison des associations, si vous connaissez déjà, comment ça s'appelle, c'est pratiquement porte de Versailles. Alors là, vous pouvez vous rendre ou conseiller à des personnes qui ont des problèmes avec la protection juridique, avec le droit pénal, avec des infractions dont elles pourraient être victimes, avec la protection des personnes majeures. Souvent, il y a des problèmes avec les personnes qui sont sous tutelle ou curatelle, avec leur tuteur ou leur curateur. Quelquefois, il y a des problèmes. Bon, ben là, ils peuvent trouver des réponses. Et ils sont reçus donc par des juristes tout à fait spécialisés de droit d'urgence et de façon gratuite et évidemment confidentielle pour les informer et les aider. Autre chose qui existe aussi, vous savez, il y a énormément de choses qui existent. Alors, je ne vais pas toutes vous les donner, mais je vais vous donner les plus importantes. Mais le problème, c'est qu'on ne les connaît pas forcément. Hein. Alors, donc vous avez une association qui existe depuis longtemps d'ailleurs, et qui est sur toute la France aussi. Ça s'appelle Solia. Solia, en fait, c'est Solidaire pour l'habitat. Et donc, c'est une association nationale privée, pour l'habitat privé. Alors, c'est plusieurs choses. Ça peut être l'amélioration de l'habitat privé. Le plus classique, c'est il arrive un moment où prendre son bain dans une baignoire, c'est difficile. Il faut peut-être transformer ça en douche. Il faut aussi faire venir une ergothérapeute qui va s'apercevoir que vos tapis, qui sont très jolis, mais ils glissent. Donc vous allez vous casser la figure, donc vous allez vous casser le col du fémur. Donc il faut faire attention aussi. Donc tout ça, c'est pour adapter le logement. Et puis également, c'est pour les propriétaires qui souhaitent louer leurs biens à des ménages modestes en toute sécurité. Ils assurent la gestion locative sociale. Vous avez une antenne à la mairie du 15e sur rendez-vous tous les mercredis matins. Le téléphone, c'est le 3975 pour prendre le rendez-vous. Également à la mairie, ça c'est aussi quelque chose qui est assez récent, mais qui est à mon avis très utile. La MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui est 69 rue de la Victoire dans le 9e arrondissement, donc pas tout à fait dans le 15e. Nous avons depuis un an maintenant une permanence tous les mardis sur rendez-vous à la mairie du 15e. Donc il y a un rendez-vous où vous pouvez aller directement vous renseigner. Et puis je vais terminer par les loisirs, parce qu'en fait c'est quand même ça que tout le monde aime bien et qui est très important aussi. Donc les loisirs, vous avez à la fois à l'EPS Espace, Parisien, Solidarité. Ah ben il faut vous en souvenir aussi. Voilà. Alors donc toujours 3 places Adolphe Chériou. Vous pouvez trouver des places de cinéma, de théâtre, des conférences, des voyages, des repas à Noël, etc. Beaucoup de choses. Certaines choses sont sous condition de ressources, mais donc on demande une certaine participation aux gens, mais enfin c'est très modeste. Vous avez les 3 clubs dont je vous ai parlé tout à l'heure, Vaugelas, Oscar Rotti et Quintigny, qui sont dans des résidences, mais il y a également des clubs qui ne sont pas dans une résidence, comme le Clos Feuquière, rue du Clos Feuquière, exactement, où là c'est pareil. Alors, il y a du bridge, il y a beaucoup de choses. Et puis la mairie du 15e a aussi fait office aussi de centre de loisirs, si je puis dire. J'espère que vous connaissez tous notre petit agenda des seniors, là, voilà, le dernier numéro, qui sort tous les 2 mois, et dans lequel nous vous proposons plein d'activités à la mairie du 15e, différentes. Alors ça va, loto, conférences, visites d'un musée, etc. Vous verrez ça. Et puis également, nous vous mettons sur notre petit agenda ce qui se passe dans le quartier ou dans les bibliothèques ou dans les... comment ça s'appelle ? Ou dans les clubs, justement. Et enfin, et ça je vous conseille si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous inscrire à la newsletter de la mairie du 15e qui sort tous les mercredis
et qui est très complète, puisqu'elle vous donne à peu près tout ce qui doit se passer dans la semaine dans le 15e arrondissement, à la mairie ou dans des associations, et tout ce qui est possible est ouvert au public. Voilà. Donc je vous ai dit plein de choses. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté. Vous voyez que les seniors sont des gens qui ont... D'abord, c'est des gens très intéressants et c'est des gens qui viennent facilement à la mairie. Tant qu'ils viennent à la mairie ou qu'ils se renseignent ou qu'ils essayent de faire quelque chose, qu'ils sortent de chez eux, c'est très bien. À partir du moment où ils ne veulent plus sortir de chez eux parce que c'est trop loin, parce qu'il fait froid, parce que ça ne les intéresse pas, parce que ci, parce que ça, parce que je ne connais pas, ils s'isolent. Et ça, l'isolement, c'est terrible. On a énormément de personnes qui sont seules, isolées chez elles. Et on essaye de lutter contre ça. Mais pour lutter contre ça, une personne qui est seule chez elle, on ne peut pas aller la chercher. Hein, on ne peut pas. Donc il faut arriver à trouver des choses qui l'attirent pour qu'elle puisse sortir de chez elle. Et je pense qu'elle vivra mieux aussi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je propose qu'on commence par une série de questions, si vous avez des questions à ce sujet. Oui. Oh. Il faudrait prendre le micro, monsieur, parce que c'est filmé, sinon on ne vous entendra pas. Il est là. Juste en face de vous, regardez. Hop. Merci. Oui, justement, par rapport au dernier point que vous venez de développer, là, par exemple, les liens pour les jeunes seniors ou ceux qui... les liens par rapport au bénévolat auquel on pourrait participer, justement. Est-ce que, justement, il y a, par rapport à la mairie, enfin, au sein de la mairie, des orientations ou des... Parce qu'on ne sait pas très bien forcément comment s'orienter. Vous avez tout à fait raison. Alors, le bénévolat, j'en ai fait beaucoup avant d'être élue, donc je connais bien ça. Et donc, je trouve qu'il y a déjà certains critères. Je veux être bénévole, oui. Combien de temps? Combien de jours? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas du tout? Est-ce que je veux rentrer dans une association qui s'occupe d'enfants à l'hôpital? Ah non, moi, à l'hôpital, je ne peux pas y mettre les pieds. Bon, les enfants, ça me serre l'estomac. Voilà. Est-ce que j'ai envie de faire du soutien scolaire? Voilà. Il faut déjà avoir ce genre de réflexion soi-même, parce que le bénévolat, bof, c'est large, hein, c'est large. Une fois que vous avez répondu à tout ça, ça vous donne déjà des orientations. Alors déjà, quand ça concerne mon secteur d'activité, on peut toujours venir me voir et je vous donnerai des pistes, etc. Il y a également le fait de connaître quelqu'un qui est déjà dans une association et donc qui éventuellement, quelqu'un que vous aimez bien évidemment, hein, pas autrement. Et si c'est quelqu'un que vous appréciez, vous voyez que c'est une personne sympathique, etc., vous pouvez vous renseigner et voir avec elle si ce qu'elle fait est quelque chose qui peut vous intéresser. Il ne faut pas rater non plus les forums de rentrée. Le premier samedi de septembre, vous avez le forum des seniors, des seniors, je suis obsédée par les seniors, des sports, mais le sport, j'ai oublié une chose d'ailleurs, hein, j'ai oublié. Bon, je vais revenir, j'ai oublié quelque chose de très grave, justement avec le sport. Et donc, le premier samedi de septembre, forum des sports, et deuxième samedi, toutes les associations. Les associations, je ne sais pas, on en a peut-être 500 dans le 15e arrondissement. Hein. J'ai oublié aussi un critère, c'est que l'association ne soit pas trop loin de chez vous. Hein, parce qu'une fois qu'on s'arrête de travailler, c'est pas pour faire 2 heures de métro pour aller faire 2 heures de bénévolat quelque part. C'est très bien si vous pouvez le faire, j'ai rien contre. Hein, mais je pense qu'il faut faire attention à ça aussi, hein, parce que ça devient pesant, ça devient lourd. Et il y a des jours, on dit aujourd'hui, puis je suis bénévole, au fond, c'est pas grave. Hein, voilà. Donc c'est pour essayer voilà tous ces critères-là. Et donc, je vous dis, on est toujours prêt à vous accueillir. Alors, ce que j'ai oublié tout à l'heure, et je suis désolée parce que c'est quelque chose de très important. On vous l'a mis là. C'est la maison sport santé. Justement, c'est le sport qui m'y a fait pour repenser. Sport santé. Alors, à l'heure actuelle, vous avez une maison sport santé qui est 100 boulevard Lefebvre. C'est un endroit où on va faire un petit peu le bilan de... Alors, c'est pour les gens qui ont eu des pathologies et qu'il faut prendre après des précautions sur l'avenir, et puis il faut faire du sport pour qu'elles puissent revivre normalement. Et donc ils sont reçus au 100 boulevard Lefebvre, mais vous avez de la chance parce que ce local va être transféré bientôt
ici au 133 rue, je sais pas si c'est ici, non, ici là, 133 rue Falguière, donc pas très très loin d'ici. Et donc là, vous pourrez y rentrer. Vous trouverez à la fois des gens qui vont, des médecins, etc., qui étudieront votre situation et qui vont vous dire, eh bien, écoutez, vous dans vos problèmes actuels de santé, vous devriez faire, je sais pas, de la gymnastique, de la boxe, aller à la piscine, etc. Enfin bon, peu importe, en fonction de ce que vous avez, bien entendu, et de ce que vous pouvez faire, bien sûr, aussi. Et à ce moment-là, ils vous donneront et ils vous inscriront dans des clubs, dans des endroits de sport. Ils vous donneront des adresses où là, vous aurez accès à des créneaux qui vous seront réservés. Voilà. C'est important. Je me permets, Sylvie, pour compléter aussi éventuellement de parler, parce que c'est tout nouveau, ça vient de sortir, de l'heure civique. Alors, l'heure civique, oui. Alors, l'heure civique s'est lancée officiellement demain dans le 15e arrondissement. C'est une opération qui est proposée par Athanas Périfan, qui a lancé la fête des voisins autrefois, voisins vigilants, voisins solidaires, etc. Des opérations de convivialité et de lien social. Et l'heure civique, c'est de dire, eh ben, écoutez, moi, j'ai 1 heure par semaine où je suis disponible. Si la mairie a besoin d'aide pour aller faire quelque chose, eh bien, je suis bénévole comme ça, voilà, de façon temporaire. Il faut savoir que ça a été lancé sur toute la France, pas partout encore, mais enfin, c'est pas mal lancé, et que dans les premiers, le 15e, il y a eu 600 personnes qui se sont inscrites. Voilà. Alors que c'est pas encore lancé officiellement dans le 15e. Ça le sera demain après-midi à 15h30. Voilà. Oui. Effectivement, il y a beaucoup de mesures. Mesures seniors, est difficile d'être exhaustif. Mais on peut, en revanche, en parler en complément peut-être d'une initiative également très intéressante et à mon sens qui répond à une demande, c'est d'être accompagné pour une personne vulnérable, personne senior, qui souhaite faire un retrait d'argent, par exemple. Alors ça, je vous arrête tout de suite, mais vous avez tout à fait raison, sauf que c'est mon collègue Anthony Samama, chargé de la... Voilà. C'est très bien. Vous devancez. C'est très bien parce que j'ai pu tester en plus ce service. Donc, voilà. C'est Anthony qui va en parler. Alors, donc très bien. Je me permets. Alors, je ne sais pas si vous allez également aborder un autre aspect qui est celui d'une présence d'un personnel municipal qui est travailleur social dans chaque commissariat, qui permet d'accompagner les personnes âgées qui vont déporter plainte, qui ont été victimes d'une arnaque sur Internet ou dans la rue, d'avoir eu un problème particulier. Et dans le cadre de la démarche pénale, cette personne peut être aussi accompagnée. On peut éventuellement venir également l'aider pour recueillir sa plainte auprès de son domicile. Ce sont des choses effectivement qu'il faut également évoquer ce soir. Ça fait partie de cette problématique. Mais vous allez peut-être en parler un peu plus. Je parlerai alors peut-être en complément également d'une problème sur le sport, sur le fait que la possibilité pour chaque senior de faire ou de l'aquagym, du tennis, du golf, etc. Au mois de septembre, on peut s'inscrire sur le site parisien, paris.fr, et personnellement, je pratique le tennis donc sur au stade Rigoulot tous les jeudis matins. Mais il y a des tas de sports que les seniors peuvent découvrir donc dans leur plénitude et d'une façon très 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 diversifiée. Oui. Voilà. Alors vous avez raison. Alors la seule chose, c'est que c'est sur inscription uniquement sur Internet. Qu'avant, ça se faisait dans les mairies. Bon, maintenant, c'est plus simple comme ça. Mais du coup, on a perdu un petit peu des seniors en route. Après ça, il y a des créneaux qui sont quelquefois suffisants dans certains sports et puis dans d'autres où il y a évidemment une grosse demande et que là, tout le monde ne peut pas... Oui, vous avez raison. Je pratique personnellement le tennis. Souvent, il y a beaucoup de places encore disponibles. Donc, voilà. Ben voilà. Alors, tous ceux qui veulent jouer au tennis, allez-y. Mais... Et il y a aussi du rugby pour seniors. Mais tout à fait, je vous dis... Adapté. Oui, tout à fait. Je profite de ta question pour faire la transition et passer le micro à Anthony Samama.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais compléter ce qu'a dit ma collègue Sylvie Serrac pour vous parler de problématiques de sécurité. D'abord, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet sur les problématiques qui concernent très directement les seniors, je crois que vous êtes, comme chacun d'entre nous, d'abord des citoyens, et donc les problématiques de sécurité, l'état de la réponse policière et des mesures que l'on prend pour garantir la tranquillité publique dans le 15e vous intéressent, et je reviendrai plus spécifiquement ensuite sur les problématiques à disposition effectivement des seniors plus particulièrement. D'abord, pour faire un point sur l'état de la sécurité dans le 15e aujourd'hui, vous dire que sur la partie police nationale, avant de dire un mot sur la police municipale, dans le 15e arrondissement, il y a près de 300 policiers nationaux aujourd'hui. C'est insuffisant et on se bat pour en avoir le plus possible. On en a reçu 21 supplémentaires il y a 3 mois désormais. L'objectif, c'est d'en avoir une quarantaine de plus, avec 3 objectifs principaux pour le commissariat du 15e. D'abord, les cambriolages qui nous concernent énormément. On est un petit peu surreprésenté dans le 15e sur les cambriolages. Il y a eu, l'année dernière, il y a en moyenne 200 cambriolages par mois dans le 15e, c'est beaucoup. La deuxième chose qui nous préoccupe beaucoup, c'est évidemment les atteintes aux personnes dont vous êtes, les seniors, dont les seniors sont en tout cas particulièrement touchés. Je pense au vol, je pense au vol violence. Je pense aussi au vol à la fausse qualité. Vous savez, ces personnes qui se présentent chez vous en tapant à la porte, en se faisant passer pour des postiers ou des pompiers, etc., alors qu'il n'en est rien, pour vous dépouiller ensuite. C'est la deuxième grosse priorité. Et la troisième priorité importante qui nous incombe, c'est plus spécifiquement le trafic de stupéfiants. Et derrière le trafic de stupéfiants, évidemment, ça engendre énormément de problématiques qui sont liées à ce trafic-là. Sur ces problématiques-là, je veux juste citer 2 affaires emblématiques à mes yeux sur la réponse policière dans le 15e arrondissement, pour vous montrer que malgré la difficulté de la situation sécuritaire à l'échelle de Paris et même de toute la France, on arrive à avoir des résultats. D'abord, sur les cambriolages, on a arrêté il y a 3 mois, au cours d'une opération qui était sincèrement inédite dans le 15e arrondissement, ce qu'on appelait il y a quelques mois les opérations Place Nette XXL. On a arrêté 12 personnes qui étaient à l'origine de 2%, ça paraît peu 2%, mais en réalité c'est énorme, de 2% des cambriolages du 15e arrondissement entre juin et décembre dernier, qui avaient commis près d'une centaine de cambriolages à l'échelle du 15e arrondissement de Paris et des alentours. C'est une opération qui a mobilisé une centaine de policiers, de policiers évidemment du 15e arrondissement. Je pense à la BAC, je pense aussi à des policiers qu'on nous a accordés de services spécialisés qui venaient de la préfecture de police. Je pense à la BRI notamment, le CSI, des brigades vraiment d'élite qui nous ont permis en effet au cours de vagues d'interpellations à 6h du matin de mettre la main sur ces 12 personnes qui sont aujourd'hui en détention et qui seront présentées d'ici peu à un juge, très précisément au mois de juin prochain. Et donc on a réussi à mettre un coup d'arrêt à un certain nombre de cambriolages qui étaient commis dans le 15e arrondissement. Et un deuxième exemple, pour être très concret et vous dire ce qu'on arrive à faire dans le 15e, il y avait un point de deal dans le 15e, pas exactement dans votre quartier, mais pas très loin non plus, qui était rue de l'Amiral Roussin, un point de deal qui faisait à peu près 1 000 € de trafic de stupes par jour, avec 3 personnes à la tête de ce trafic de stupes. Ces 3 personnes, après des dizaines et des dizaines d'heures de surveillance, une opération là aussi importante qui a mobilisé près d'une 50aine de policiers pour avoir un dossier étayé, pour matérialiser ce trafic de stupes. Ces 3 personnes ont été arrêtées, présentées devant un juge pas plus tard qu'aujourd'hui, et j'ai eu le commissaire central du 15e arrondissement au téléphone toute la journée pour suivre cette audience en temps réel. Je ne reviendrai pas sur la réponse judiciaire qui est à mes yeux insuffisante, mais en tout cas, le trafic de stupéfiants à cet endroit-là s'est arrêté. C'est un point de deal du 15e qu'on a réussi à faire fermer grâce au travail acharné des policiers de l'arrondissement. La deuxième chose que je voulais vous dire, ça concerne la police municipale du 15e arrondissement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une police municipale a été créée à Paris en 2021, qui gère plus spécifiquement ce qu'on appelle les incivilités, qui gère la tranquillité publique dans la rue, avec aujourd'hui près de 160 personnes qui composent cette direction de la police municipale, au sein de laquelle une 60aine sont policiers municipaux stricto sensu, tous ces personnels qui participent
à la direction de la police municipale ne sont pas policiers municipaux au sens strict du terme. Néanmoins, ils concourent à améliorer la tranquillité publique. Les personnes qui ne figurent pas en tant que policiers municipaux, ça va être les agents d'accueil et de surveillance que vous voyez par exemple à la mairie ou que vous voyez dans les squares et jardins. Ça va être ce qu'on appelle des agents des ASP aussi, donc des personnes qui mettent des PV, les anciennes pervenches comme on les appelait avant. Bref, il y a énormément de monde qui compose cette direction, mais tous ne sont pas policiers municipaux. La priorité du 15e arrondissement, pour le dire très clairement, c'est les problématiques de sécurité, les problématiques sur la voie publique de sécurité, notamment le soir à partir de 20h. Et je suis très fier d'avoir dans le 15e arrondissement la plus grosse brigade de police municipale de soirée. On a plus d'une vingtaine de policiers municipaux en soirée, là où les autres arrondissements en ont, par exemple pour prendre le 14e, qui est un arrondissement voisin, ils en ont 9, je crois, en tout et pour tout. On en a plus de 2 fois plus. Et donc c'est là-dessus que je crois qu'on arrivera à améliorer les problématiques de sécurité que vous rencontrez au quotidien, parce qu'on sait que c'est le soir qu'elle se pose avec le plus d'acuité. Ensuite, vous dire 2 mots sur, indépendamment des forces de police de l'arrondissement, ce qui concourt à améliorer la sécurité. D'abord, les caméras de vidéoprotection, il n'y en a pas assez, ça ne dépend pas du 15e arrondissement. On milite ardemment pour en avoir le plus possible, mais malheureusement, on n'en a eu que 6 au cours de cette mandature. C'est néanmoins plus que les arrondissements voisins. On est l'arrondissement qui, au cours de cette mandature, en a reçu le plus. Et vous dire également ce qu'on fait sur le volet des expulsions. Je sais qu'il y en a certains qui ont évoqué des adresses qu'on suit de très très près qui appartiennent au parc social. Notre conviction dans le 15e arrondissement, c'est qu'il y a encore trop de personnes qui ne méritent pas de vivre dans des logements sociaux payés avec nos impôts et qui pourtant vivent, qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont admirables et qui font un travail tout à fait respectable pour faire vivre le 15e arrondissement. Je pense à des policiers, je pense, Charlotte Desrousseaux en parlait tout à l'heure, à des puéricultrices, je pense à des personnes qui tiennent des commerces et qui sont obligées de traverser Paris et de faire des heures et des heures de transport pour pouvoir venir travailler, alors qu'on a dans le 15e plus de 25 000 logements sociaux, mais malheureusement ils sont sur liste d'attente, et ces logements sociaux, évidemment pour une partie extrêmement minoritaire d'entre eux, mais sont occupés par des personnes qui sont des multirécidivistes, des délinquants. Notre objectif, c'est d'expulser ces personnes-là. Il y a une convention qui a été signée entre la ville de Paris, la justice, la préfecture de police et l'intégralité des bailleurs de la ville de Paris pour nous permettre de faciliter ces expulsions. Il y a une trentaine de dossiers qui sont en cours dans le 15e arrondissement pour ces expulsions. Et j'ai regardé avant de venir, il y en a 9 sur ces 30 qui sont directement dans votre quartier à Procession. Évidemment, il faut que ce soit étayé par la justice, ça prend un petit peu de temps, mais on avance là-dessus et je pense qu'on aboutira dans les 2 mois qui viennent, notamment sur 3 dossiers que j'ai particulièrement en tête, qu'on arrivera effectivement à rendre aux Parisiens ou en tout cas aux Franciliens qui aspirent à avoir un logement social. Autre chose aussi sur le GPIS, pour vous dire que le GPIS, donc vous le connaissez, ça participe à améliorer la sécurité au sein du parc social. Il y a un certain nombre de personnes qui malheureusement ne prennent plus le réflexe d'appeler le GPIS alors que c'est une nécessité absolue. Ce qu'on fait nous dans le 15e et notamment sur le quartier Falguière, Bargue, Procession, c'est qu'on demande au GPIS de mener des opérations dites d'initiative avant même que des appels par les habitants soient faits. Et je peux comprendre la lassitude, on a appelé déjà des dizaines de fois, on voit bien que ça répond à la problématique sur le coup, mais qu'on a besoin de changements plus structurels. Donc j'ai demandé au GPIS encore la semaine dernière d'intervenir sur votre quartier parmi 3 quartiers prioritaires à mes yeux pour pouvoir d'initiative avant même qu'il y ait des appels, qu'il y ait des opérations de la part du GPIS. Et enfin, trois points qui me semblent importants sur lesquels dire un mot quand même. D'abord sur des points de doléances qui sont prioritaires. On a mis en place une nouvelle organisation avec le commissariat. On a défini 7 points de doléances prioritaires dans le 15e arrondissement pour nous permettre de concentrer le tir sur ces 7 adresses-là et faire d'une certaine manière moins mais mieux. Au lieu de diluer nos forces un peu partout dans l'arrondissement, on a décidé sur 1 mois, 2 mois, 3 mois de concentrer le tir sur 7 adresses très précises qui nous préoccupent pour effectivement mettre fin au problème et pouvoir passer à autre chose plutôt d'être en réalité un peu partout mais en vrai nulle part. Sur ces 7 points de doléances prioritaires, il y en a 3 qui sont dans votre quartier spécifiquement. Le premier que je souhaite mentionner, c'est le 22 rue d'Aleret. J'imagine que
certains d'entre vous ont en tête ce qui se passe au 22 rue d'Aleret. Je vais bien choisir les mots pour décrire l'activité qui a lieu à cette adresse. C'est une activité de gangbang, de libertinage, de partie fine. Je ne sais pas exactement comment le dire. On a mis en place un certain nombre de choses avec le commissariat de police. Il y a des actions qui sont en cours encore aujourd'hui. Et il y a eu pas plus tard que jeudi dernier une opération d'ampleur à cette adresse pour essayer de faire fermer cette activité. C'est l'objectif prioritaire que nous avons avec le maire du 15e. Malheureusement, les leviers d'un point de vue légal sont assez minces. On joue sur 3 leviers aujourd'hui. D'abord, d'un point de vue de l'urbanisme, avec ce qu'on appelle l'ERP, les établissements recevant du public qui doivent s'astreindre à un certain nombre de règles. On vérifie si toutes ces règles sont bien respectées. Pour l'instant, c'est le cas, mais on a quelques leviers d'action. Deuxièmement, sur la sécurité incendie, avec tout ce qui concerne le désenfumage, etc. Il y a des choses qui sont en train d'être menées à ce sujet-là. Et enfin, troisièmement, le troisième volet sur lequel on essaye d'agir, c'est ce qu'on appelle le CODAF, c'est-à-dire un organisme qui regroupe à la fois le fisc et l'URSSAF, pour voir si d'un point de vue économique, on va dire, de la société exploitante de cette activité, il n'y aurait pas des choses à redire. Ça prend un petit peu de temps et je sais que vous êtes lassés, comme beaucoup d'entre nous, de cette activité qui a lieu depuis des mois et des mois. En tout cas, soyez sûrs qu'on surveille de près cette activité et qu'on se mobilise ardemment avec la préfecture de police pour essayer au plus vite de la faire fermer, mais évidemment dans le cadre du respect du droit. Le deuxième point que je souhaiterais évoquer, c'est le 47 procession qui évidemment a été évoqué tout à l'heure et qui est un point sur lequel on mène beaucoup d'opérations et qu'on suit de très près. Il y a eu pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours une opération contre le trafic de stupéfiants. Il y a eu 7 personnes qui ont été interpellées. Il y a eu des fouilles qui ont été menées avec la brigade canine dans un certain nombre d'appartements. Voilà, on est très vigilant sur le trafic de stupes à cette adresse, en parallèle de ce que j'évoquais sur les expulsions du logement social, du parc social. Et enfin, la dernière adresse qui nous préoccupe aussi, c'est le 5 rue Castagnari. Il y a eu un certain nombre de nuisances à cette adresse. Il y a eu, sur les 3 dernières semaines, 17 opérations de la part de police nationale, 12 de la part de la police municipale, pour s'assurer que la tranquillité publique du voisinage soit respectée. Et donc, je tenais à vous dire aussi que c'était une adresse qu'on surveillait de près, qu'on connaissait bien, et sur laquelle on était particulièrement vigilant. Simplement pour finir, vous dire qu'il ne faut jamais hésiter à appeler le 17, qu'il y a le 3975 qui a été mentionné par Sylvie Sérac tout à l'heure, qui est l'équivalent du 17 pour la police municipale, que je vous invite à appeler aussi souvent que nécessaire. On a lancé aussi dans le 15e arrondissement une application qui s'appelle Voisins vigilants et solidaires, que je vous invite à télécharger, qui vous permet à l'échelle de votre quartier de faire remonter un certain nombre de choses, non seulement à vos voisins, parce que tous ceux qui téléchargent l'application reçoivent une alerte qui est laissée par un voisin dans le quartier, mais aussi ça nous est remonté au commissariat du 15e. Donc je vous invite à télécharger cette application et à l'utiliser aussi souvent que nécessaire. Et enfin, 2 opérations qui concernent plus spécifiquement les seniors qu'on mène. D'abord, ça a été mentionné tout à l'heure, l'accompagnement. Lorsque vous souhaitez retirer de l'argent à des machines, des DAB, vous pouvez vous faire accompagner par de la police municipale et je vous invite en effet à les solliciter. Ça marche bien et c'est un service qui, sincèrement, je trouve, n'est pas assez utilisé. Malheureusement, je vous le dis en toute transparence, qu'on sera amené à fermer à moyen long terme si jamais on a si peu d'utilisation, et ça nous ferait mal au cœur de devoir le fermer parce qu'on dédie des ressources et des moyens à cela. Donc je vous invite sincèrement à le faire. La deuxième chose, c'est une opération menée par la police nationale qu'on appelle Tranquillité Vacances, qui consiste à vous permettre de laisser vos clés lorsque vous partez en vacances au commissariat du 15e et à signaler votre adresse et votre départ en vacances pour que la police nationale, lorsqu'elle patrouille dans votre quartier, prête une attention particulière à votre adresse concernant les cambriolages. Vous savez que les cambrioleurs sont redoutables et parfois vigilants sur les personnes qui partent en vacances et repèrent les départs en vacances. Donc je vous invite à le faire aussi. Vous avez juste à vous rendre au commissariat, à dire que vous partez en vacances de telle date à telle date, à remettre, si vous le souhaitez, vos clés. Et sachez qu'il y aura quotidiennement des passages dans votre immeuble, devant votre immeuble, pour surveiller que votre appartement ne soit pas cambriolé. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. On pourrait en parler longtemps, mais je vais surtout répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Je me permets d'ajouter à ce que tu as dit, Anthony, c'est qu'une fois par mois, nous sommes sur le marché.
dans une opération mairie hors les murs, donc avec plutôt à destination des seniors, parce que le marché en semaine, dans la journée, c'est plutôt des personnes qui ne travaillent pas. Et donc avec la police nationale, la police municipale, les services de l'espace parisien des solidarités, nous sommes à la rencontre avec Anthony et moi, plus en général le passage du maire. Alors nous étions jeudi dernier au marché Convention et nous serons le mois prochain à Saint-Charles, à mardi à Saint-Charles. Bonjour. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces actions. Et effectivement, nous, au 48 rue Bargue, ça s'est amélioré depuis 2 ou 3 mois. Vraiment, ça s'est amélioré. On a beaucoup moins de trafiquants dans nos escaliers, dans nos caves, dans notre local poubelle. Il y en a encore. C'est plus des habitants, des enfants d'habitants plutôt. On voit aussi le passage régulier donc, de la police. On voit donc, le passage de la police et du GPS, même dans notre parking. Alors, j'ai testé. Hein, c'est vrai que... merci. Je pense que vous avez mis l'accent chez nous. Le 47 rue de la Procession, c'est l'entrée de notre parking, tout simplement. Notre parking donc, est ouvert aux 4 vents depuis des années. Et récemment, encore, j'insistais pour faire réparer les portes. Et ça a été réparé le jeudi soir, j'étais ravie. Le vendredi matin, c'était déjà tout ouvert parce que les fils électriques avaient été sectionnés. Donc voilà, donc c'est infernal et on sait que la solution, c'est vraiment la résidentialisation, puisque donc on ne peut pas faire intervenir toutes les 5 minutes la police. Nous, on ne peut pas passer notre vie au téléphone entre GPS et police, etc. Ce que je voulais vous demander, c'est... bon, on a eu énormément de vols de caves, mais c'est récurrent. Vu que notre immeuble est ouvert, donc vraiment le sous-sol, on rentre comme on veut, on va comme on veut aux caves, puisque là aussi les portes sont défoncées par ces délinquants, donc enfin ces voleurs de caves. Je voulais vous demander, on a tellement eu de vols de caves, on a 4 niveaux de parking, mais on en a 3 qui sont occupés par les caves, enfin 4 niveaux de sous-sol, dont 3 occupés par les caves. Et voilà, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. On fait réparer. Voilà, ça recommence. Les gens n'en peuvent plus de se faire dépouiller. Moi, j'en ai eu 4. J'ai surpris aussi le voleur en pleine action, puisqu'on m'avait dit c'est plutôt le week-end, c'est plutôt le soir. Et la semaine d'après, où j'ai découvert 3 de mes caves fracturées avec des objets qui avaient disparu, je suis retournée à la 4e. Enfin, le samedi soir suivant, je suis tombée sur le voleur en pleine action. J'ai fait évidemment mes plaintes pour ces 4 caves. J'ai vu le voleur, je l'ai reconnu. Il a fui, donc il m'a dit c'est pas moi quand il a vu que je le reconnaissais. C'est soit un sous-locataire, soit un ami de locataire, mais toujours est-il que je l'ai reconnu. Je l'avais vu plusieurs fois à l'ascenseur. Je sais pas ce qu'il faisait là, mais c'est pas un locataire. Toujours est-il que moi j'ai été étonnée. J'ai pas été convoquée pour le reconnaître sur photo. Si vous avez parlé de 12 individus, je veux bien. J'ai aussi mis des objets de côté qu'il avait touchés, qu'il avait laissés. Il a pris beaucoup d'objets. Dès que je montais au rez-de-chaussée pour appeler la police, il revenait prendre les objets, parce que je l'avais fait fuir, mais du -2, il est passé au -1, il attendait que j'ai le dos tourné, et puis il revenait prendre les affaires. Donc voilà, on a eu tellement d'affaires volées, je voulais savoir. Parmi ces personnes qui ont été volées, beaucoup sont en incapacité d'aller à la police et de rester des heures à attendre pour leur plainte, et beaucoup sont en incapacité tout simplement d'aller sur Internet puisqu'elles n'ont pas d'ordinateur, tout simplement. Il y en a beaucoup dans mon immeuble. Moi, ce qui m'aiderait pour obtenir pour saisir la commission départementale de conciliation au sujet de cette insécurité récurrente sur notre immeuble, j'ai besoin de dépôt de plainte à la police. J'ai besoin de PV pour être entendu. Parce que je vais faire plusieurs demandes qui sont la résidentialisation, mais aussi le changement des portes de cave avec des portes pleines, sans poignée, c'est-à-dire sans moyen de passer où que ce soit pour rentrer, pour faire une effraction de la porte. Du coup, voilà, Monsieur Benas a parlé tout à l'heure d'accompagnement de personnes qui veulent porter plainte. Est-ce que pour des vols de cave, c'est valable aussi ? Alors,
D'abord, sur le commissariat du 15e et les dépôts de plainte, il y a en moyenne dans le 15e arrondissement 58 minutes d'attente quand on veut déposer plainte. C'est trop sans doute, et ça veut dire que c'est une moyenne, donc parfois c'est 3-4 heures, j'en conviens. L'objectif du commissaire central, c'est de passer à 20-30 minutes, on n'y est pas encore. Il faut savoir qu'il y a eu l'année dernière 16 000 plaintes dans le 15e arrondissement et plus de 3 000 mains courantes qui ont été déposées. C'est la raison pour laquelle, à l'échelle nationale, évidemment, le ministère de l'Intérieur a décidé d'accélérer, c'est le précédent ministre de l'Intérieur qui l'avait décidé, sur le dépôt de plainte en ligne. Et on peut aujourd'hui déposer une plainte en ligne. Alors en effet, ça suppose de pouvoir utiliser un ordinateur. Si on peut ni se déplacer à la police, ni utiliser un ordinateur, là ça devient un peu plus compliqué. Je n'ai pas de solution magique pour vous. Je pense qu'on peut se faire aider par quelqu'un de l'immeuble, par quelqu'un de votre association. On peut pas... Ce qu'évoquait monsieur, c'est pour aller retirer de l'argent dans un DAB. C'est ça le dispositif qu'on a mis en place avec la police municipale pour déposer plainte. Il y a effectivement au commissariat du 15e un assistant social qui est là pour aider les personnes, deux typologies de personnes, soit les personnes âgées qu'on ne veut pas faire attendre en effet et qu'on a besoin d'accompagner dans le cadre de ce dépôt de plainte. Donc en général, le commissariat du 15e fait le nécessaire pour que si une personne est âgée, malade, etc., elle puisse ne pas attendre plusieurs heures. La deuxième typologie de personnes que cette assistante sociale accompagne, c'est les femmes victimes de violences qui sont traitées en ultra priorité dans le 15e arrondissement au commissariat du 15e, de telle sorte à ce qu'on a beaucoup d'associations féministes qui envoient des femmes victimes dans le 15e arrondissement, même si elles ne sont pas du tout du 15e, parce qu'elles savent qu'on est assez exemplaire à ce niveau-là, et on essaye en effet de faire les choses du mieux possible sur cette problématique qui nous préoccupe tous. Donc voilà ce que je peux vous dire. Le dépôt de plainte en ligne, c'est extrêmement utile, c'est assez nouveau et ça marche très bien. L'accompagnement, enfin en tout cas la prise en charge au commissariat, c'est une autre chose qui est mise en place. Après, voilà, il faut quand même faire cet effort-là, et moi je ne peux que vous inviter à déposer plainte à chaque fois qu'il y a la moindre problématique. Les plaintes, c'est aussi le thermomètre qui nous permet de savoir à quel point un item est problématique ou non dans le 15e et aussi par quartier, donc je vous invite vraiment à le faire. Oui, moi je parlais vraiment des seniors. Voilà. Est-ce qu'un senior qui arrive au commissariat peut passer selon sa... Il sera pris en charge normalement assez rapidement. D'accord, ok, merci. J'avais une autre question, toujours concernant la sécurité du quartier Bargues. Il y a un éclairage public qui est éteint, qui ne fonctionne plus depuis des mois, et on sait que l'insécurité vient aussi avec tous les petits recoins sombres de notre quartier. J'aurais aimé comprendre pourquoi cet éclairage public n'est pas remplacé. Enfin, c'est juste une ampoule qui est pétée, mais bon, voilà, c'est au-dessus de chez nous, et il se trouve que chez nous, c'est identifié. Je ne l'invente pas, par le commissaire Vallot, le précédent commissaire, et puis les commissaires divisionnaires, brigadiers chefs, etc., majors, tous m'ont dit votre adresse, c'est la pire du 15e. Donc, je ne comprends pas que l'éclairage public ne soit pas optimum chez nous. Déjà, il est peu nombreux, c'est-à-dire que c'est un pylône tous les 40 mètres, alors que certains quartiers, c'est tous les 20 mètres. Bon, déjà, chez nous, il y a toujours cette petite ambiance un peu... glauque. Je vais voir ça avec mon collègue, c'est une question de voie publique, c'est pas ma délégation, mais je vais lui en parler. Sur la rue Bargues, vraiment au niveau de notre immeuble, au niveau de... Juste pour compléter, aux 4 rues Anselme-Payen également, il y a un problème d'éclairage qui a été régulièrement mis en évidence sur le site dédié avec photos à l'appui. Et bien que le retour soit, mais on l'a bien pris en compte, quelqu'un a déjà déposé une remarque sur le sujet. La gardienne également de l'immeuble elle-même avait fait état, parce que c'est un problème de sécurité quand elle dépose les poubelles, etc. Bref, il y a bien eu un éclairage de nouveau après plusieurs mois de non-éclairage, et de nouveau on se retrouve dans la pénombre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Juste, il faut prendre le micro, monsieur, s'il vous plaît. Voilà.
Oui, bonjour. J'habite rue Paul-Baruel et tout à l'heure j'ai été informé par un des habitants de la rue Paul-Baruel, ça doit être au 7 ou au 9, je ne sais pas trop, qu'il n'y a plus trop de lumière à cette hauteur de la rue Paul-Baruel, parce que juste en face, il y a un chantier sur la rénovation des parkings, c'est un hôtel qui est en train de se construire, etc. Il va y en avoir peut-être pour 2 ou 3 ans, là. Et il y avait avant des réverbères qui ont été supprimés, parce que c'est sur l'emprise du chantier. Donc est-ce qu'il est possible que ce soit étudié, de revoir, de reposer un réverbère peut-être ou quelque chose? C'est tout. J'ai bien noté. Merci Anthony. On peut... Bonsoir. Nous sommes en contact avec les foyers d'immigrés de la rue Falguière, 122 rue Falguière, et du foyer 73 rue de la Procession. Donc ces foyers-là, de travailleurs immigrés, il y a beaucoup de seniors dans ces foyers d'ailleurs. Et donc les résidents que nous avons vus récemment se plaignent toujours que des jeunes pénètrent dans les parties communes. Les portes, naturellement, sont ouvertes, mais les gérants des foyers, aussi bien à Doma pour le foyer Procession qu'au Alia du foyer Falguière, ont fait beaucoup d'efforts pour remplacer les portes, mais au bout du compte, c'est comme les portes des caves. Les jeunes, de toute façon, quand la porte est faite, ils les cassent. Après, ça coûte, je ne sais pas combien, 50 000 ou 70 000 euros pour tout remettre en place. Ils rentrent dans les cuisines, ainsi de suite. Donc ça, cette question-là, je sais qu'elle est, les pouvoirs publics connaissent ces problèmes-là, mais ces problèmes perdurent. Et nous, en tant que donc, écrivain public de ces foyers, nous pensons qu'on devrait peut-être avoir moi, ce que j'ai toujours pensé, que toutes les parties prenantes devraient se réunir, mais je vois que ce problème-là, il est très récurrent dans le foyer. Ça ne concerne pas seulement les 2 foyers, mais beaucoup d'autres. Voilà. Oui, alors, comme vous le savez, je le connais bien, puisqu'on se retrouve régulièrement dans les comités de veille sociale. Qu'une fois, on a été obligé d'appeler la police pour que je puisse sortir de ce foyer à 4 heures de l'après-midi. C'est dire qu'effectivement, les choses ne vont pas très très bien. Alors, ces histoires de portes, vous avez complètement raison. Le problème, c'est qu'effectivement, le propriétaire a fait des gros travaux. Il y en avait besoin d'ailleurs, aussi bien dans les cuisines, les salles de bain, etc. Mais il a aussi renforcé plutôt les portes. Et que malheureusement, et je vois qu'à chaque fois que j'y passe, les portes sont grandes ouvertes. Parce que ce ne sont pas les résidents qui font ça, ce sont des surnuméraires qui envahissent l'espace en plus et qui viennent, comment ça s'appelle, squatter chez les résidents. Et j'avoue qu'on peut faire une réunion si vous voulez, on en a déjà fait plusieurs, mais on pourra toujours en faire une de plus. Mais vous voyez bien qu'il y a pas on n'arrive pas à trouver une solution. Il y a une caméra maintenant quand même, il y a une caméra de surveillance qu'il n'y avait pas avant. Malgré ça, donc je pense qu'on sait très bien qui rentre de façon pas tout à fait correcte. Je sais que cette caméra existe. Les portes ont été renforcées. Régulièrement, il y a des agents de sécurité qui sont mis de nuit pour surveiller ça, mais c'est vrai que ces deux foyers sont tout à fait envahis par d'autres personnes. L'autre foyer qui est à Procession, c'est pire. C'est pire. Le nombre de surnuméraires est incroyable. C'est même pas le double, c'est plus du double. Donc voilà, si vous avez une idée, une solution, on peut essayer. Si vous pensez qu'une réunion générale arrangera les choses, moi je veux bien, mais j'y crois moyennement. C'est vrai qu'il y a des surnuméraires, donc tout le monde le sait depuis longtemps. Il y a eu des études de l'APUR plutôt, le bureau d'études de la ville de Paris qui l'a dit il y a 20 ans. Donc ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit les surnuméraires, justement. C'est des jeunes qui sont dans le quartier. Est-ce que c'est les surnuméraires? Ça, je ne sais pas.
Souvent, ce sont... Alors, vous avez, jeunes ou pas jeunes, je ne sais pas. Simplement, ce sont souvent des gens du quartier, on est d'accord. Mais le problème, c'est qu'ils rentrent, si vous voulez. Mais et c'est vrai qu'ils dérangent aussi les résidents, hein, parce qu'il y a des résidents qui sont très tranquilles et qui aimeraient bien pouvoir bénéficier d'un certain calme pour dormir la nuit. Mais malheureusement, à partir du moment où la porte est grande ouverte à tout le monde, dans un quartier qui est quand même pas un quartier très facile, hein, parce qu'il y a quand même du côté d'Aristide Mailleul et tout ça quand même quelques bandes aussi, que ces personnes font allègrement du trafic de drogue, mais aussi du trafic de viande, du trafic de vêtements, etc., carrément dans le foyer. Je ne sais pas comment on peut tout à fait arriver à arranger les choses. J'avais espéré que ça s'était un peu amélioré. En plus, vous me décevez parce que je pensais que ça s'était un peu amélioré. Je dis bien que si les ports sont ouverts, c'est bien parce qu'il y a les gens qui font des trafics, et ce ne sont pas les trafics de viande, des trucs comme ça, parce que les trafics de viande, des choses, les personnes qui vendent des choses dans les foyers sont des gens tout à fait tranquilles. Donc ça je ne pense pas. Sauf que le trafic n'est pas autorisé quand même. Donc ils sont sûrement très tranquilles pour le faire. Mais en tout cas, si les portes sont cassées, c'est bien parce qu'il y a des délinquants qui viennent les casser. Ce n'est pas les résidents ni les surnuméraires qui vont faire ça. Oui, bonsoir. Je voulais faire une petite remarque par rapport aux deux personnes qui ont parlé d'un lampadaire, justement, qui n'éclairait plus, pour avoir un peu travaillé dans le domaine. Alors, ce n'est pas forcément une histoire d'ampoule. Alors, ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est-à-dire qu'on a juste qu'à changer l'ampoule. Parfois, c'est un problème de connexion dans le lampadaire. Ou pire, c'est un problème de réseau souterrain. Parce que vous savez que tous les réseaux à Paris sont enterrés, ce qui fait la beauté de Paris. Mais dès lors qu'il y a un problème de connexion, notamment de vétusté des réseaux, ça implique des travaux. Et donc là, ça se compte en termes de mois. Donc c'est ce qui peut expliquer peut-être aussi la durée d'attente. Donc si vous avez attendu, c'est pas parce qu'ils n'ont pas du temps, c'est qu'ils ont peut-être fait des travaux. Et il y a une certaine vétusté de l'ensemble des réseaux. Je voulais juste faire cette remarque. Vous avez tout à fait raison. Je ne suis pas la spécialiste de l'électricité, mais cet après-midi même, j'ai été interrogée dans la rue par quelqu'un qui avait aussi un problème d'éclairage. Et effectivement, je crois que nos réseaux sont un peu anciens. Et donc, il y a effectivement des travaux qui se font petit à petit. Je crois aussi qu'il y a qu'on essaye de transformer aussi pour trouver de l'électricité avec des LED qui consomment moins d'énergie, qui coûtent moins cher. Voilà, mais n'hésitez pas à nous le signaler parce qu'on peut quand même toujours essayer de faire bouger, essayer de les faire bouger en tout cas. Je me permets d'ajouter pour fermer le volet électricité où je ne suis pas non plus du tout spécialiste. Non, mais juste pour vous dire, parce qu'en fait, ça nous impactait aussi jusque dans notre quartier Alray-Procession. Vous savez qu'on a eu beaucoup de pannes, notamment dans la rue d'Alray pendant longtemps. Vous êtes beaucoup à nous les avoir signalés, notamment le haut de la rue d'Alray qui était tout le temps dans le noir. Je ne sais pas si vous êtes passé par là, mais rue des Morillons, en bordure du parc Brassens, en ce moment, il y a des grandes tranchées, en fait. Il y a des gros travaux. Donc, pour vous expliquer, ces gros travaux, en fait, c'est la compagnie Cielis qui gère notre éclairage public, qui est en train de faire tous les travaux de rénovation pour remettre correctement le poste source d'Annecy qui éclaire énormément de zones de notre quartier, du quartier Brassens. Donc en fait, sur les pannes d'éclairage qu'on a pu connaître ces derniers temps, sachez que là, il y a vraiment des gros travaux qui sont mis en œuvre pour essayer, comme vous le disiez si justement, parfois le problème, c'est pas juste simplement un câble ou une ampoule, ça peut être encore plus important. Là, nous, en l'occurrence, c'était des problèmes qui venaient directement du poste source, qui est en train d'être rénové, et par la même occasion, et c'est pour ça que ça a engendré des grandes tranchées rue des Morillons, il déterre aussi en fait, le câblage pour aller tout remettre en œuvre proprement. Donc voilà, donc on espère vraiment que ça va vraiment bien aider le quartier en termes d'éclairage. On sait que pour la sécurité, le sentiment de sécurité, l'éclairage, c'est indispensable. Donc voilà, donc on espère que ces travaux vont vraiment améliorer le cadre de vie et l'éclairage dans le quartier. La problématique touche l'ensemble des arrondissements parisiens, pas que le 15e. Sans compter le vol d'électricité, nous en sommes victimes aussi dans notre immeuble, c'est-à-dire que les squatteurs rentrent, finissent par s'installer dans des endroits pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'ils soient trouvés. Et puis ils volent notre électricité des parties communes, ils se branchent, on retrouve des radiateurs ouverts à je ne sais pas combien de degrés, des radiateurs soufflants en plus. Et nous, on paye derrière. On se demande pourquoi on vit dans un immeuble aussi peu entretenu et avec des charges aussi fortes.
Voilà, mais bon, je ne suis pas sûre que ce soit ça qui explique l'éclairage public, les problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Petit point et petite question. Bon, d'abord, réaffirmer évidemment que, quels que soient nos bords politiques, évidemment la sécurité c'est la première des libertés et donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Merci de cet exposé. Dire que bon, on a quand même, je crois, Anthony a cité les chiffres de la police nationale, mais redire que dans une réunion il y a quelques mois, c'était pas le commissaire, mais c'était son adjoint, me confiait qu'on avait perdu dans le 15e 50 policiers. Alors là, il y en a 21 qui sont revenus, mais 50 policiers nationaux en 5 ans. Sur un effectif donc aux alentours de 300. Donc maintenant, c'est un peu revenu, mais c'est un service public, la police, et pour tout ce qui est trafic de drogue, criminalité, etc., c'est évidemment la police nationale qui est responsable. Et donc si on perd des policiers nationaux, évidemment, on perd en tranquillité, on perd en service public à ce niveau-là. Il faut le réaffirmer parce que dans le même temps, effectivement, la ville de Paris a créé la police municipale, mais la police municipale ne peut pas répondre aux mêmes besoins, et elle répond aux besoins d'une police de proximité, une police de la tranquillité du quotidien, mais ça ne peut pas être la même chose. Les deux, réaffirmer aussi dans ce sens-là, puisqu'on est là pour, évidemment, c'est pas politique ce que je dis, en tout cas, pas au sens où on se bat entre camps en général, c'est vraiment pour vous rendre service, les conseils de quartier, toujours quand même si j'entends la fatigue parfois d'appeler, mais en fait, et le commissaire et le responsable de la police municipale nous disent toujours, à nous les élus, redites toujours qu'il faut téléphoner, qu'il faut appeler. Donc le 17, la police nationale, le 39 75 pour joindre la police municipale. Dire aussi que dans les derniers plans de recrutement de la police municipale, il y aura, avec la territorialisation, un référent par quartier et que c'est en train de se mettre en place, un référent sécurité par quartier qui pourra être joignable avec une adresse dédiée. Voilà, pour l'instant, pas de numéro de téléphone. J'ai demandé ça et d'une certaine manière, je le regrette, mais je pense que ce sera des améliorations qui seront faites avec la mise en place. Mais au moins, il y aura une adresse dédiée pour la police municipale. Voilà, déjà, il faut joindre les gens qui peuvent... Et parfois, bon, j'entends que quand on est sur des adresses très sensibles, à un certain moment, on lâche l'affaire et on doit être là pour vous épauler. Et c'est ça qui a été fait, je crois, en mettant les besoins spécifiques. Mais d'une manière générale, il ne faut vraiment pas hésiter. Même quand il y a un petit cambriolage, pas se dire ça servira à rien, etc. Il faut porter plainte, il faut signaler les choses. Autre chose que je voulais signaler, alors, bon... Monsieur Samama, il y a eu vous avez dit il y a des gens dans les logements sociaux qui ne méritent pas d'y être. Alors j'entends évidemment que s'il y a des délinquants criminels dans un logement social, ça pose évidemment difficulté. Il y a des procédures avec les bailleurs sociaux, etc. Pour autant, je veux dire que je suis soucieux qu'on ne fasse pas d'amalgame. Je ne dis pas que c'est ce que vous avez fait, mais souvent il est fait l'amalgame. Logement social, criminalité, et on met des signes équivalents. Et je dois dire aussi que le service public, c'est un continuum et qu'il faut à la fois de la répression, mais aussi de la prévention. Dans notre quartier, il faut de la répression et de la vigilance, parce que quand on est face à des situations complexes, et on sait que le trafic de drogue a été pendant un long temps un des pires, et j'en avais discuté moi aussi avec le commissaire Vallot directement de l'arrondissement et même de Paris. On ne peut pas décorréler ça du fait que le centre social a maintenant fermé il y a 8 ans et qu'enfin il va renaître rue Falguière parce que évidemment parfois on dit il y a plus de criminalité. Alors déjà, moi j'ai pas de statistiques sous les yeux, mais dans les logements sociaux ou dans les immeubles sociaux, c'est aussi parce qu'évidemment on concentre des difficultés sociales dans ce type de logement, que les gens ne sont pas toujours accompagnés. Et la question se pose, là peut-être on a des accords, je ne sais pas, mais parfois d'enfants de familles qui font des actes parfois criminels ou du trafic, et les parents ne sont pas forcément assez épaulés
et ont des difficultés eux-mêmes sociales qui font qu'ils n'arrivent pas forcément à remettre leurs enfants sur le droit chemin. Et l'éducation là-dedans, et l'éducation nationale est en ce moment dans une casse avec de nombreuses fermetures de classes, et on se bat contre ça, est aussi, disons, encore une fois, c'est un continuum. L'éducation nationale, la politique sociale qu'on peut avoir ou d'accompagnement qu'on peut avoir vis-à-vis des enfants, des adolescents. Et dans notre quartier, eh bien, il y a eu un certain nombre de choses qui ne se sont pas suivies, dirons-nous, et où l'ensemble du service public, là je ne parle pas du service public municipal, mais surtout du service public national, a été un peu déficient. Et donc nous nous battons. D'ailleurs, le maire du 15e se bat par exemple contre la fermeture de classe, hein, et pour l'arrivée de policiers nationaux. Nous sommes ensemble sur ce sujet, même si nous ne sommes pas d'accord sur plein d'autres sujets. Alors, un où on n'est pas d'accord et où je veux signaler ça, et après j'ai une question et j'en serai pas plus long, la question des voisins vigilants, l'application voisins vigilants. J'ai eu l'occasion de dire dans un autre conseil de quartier, j'ai beaucoup de réserves là-dessus. Pas par principe et pas parce que je suis passéiste, mais parce que c'est une application qui est faite par un organisme privé. Et donc moi, je ne sais pas où vont les données. Je trouve ça assez trouble quand même. Et ça m'inquiète, ça, la question de la récolte des données d'une part. D'autre part, le fait que, pareil, je suis défenseur du service public et je trouve ça embêtant que quelque part on confie à une société privée cette vigilance ou ce lien. Je crois beaucoup plus aux référents de quartier de la police municipale qui vont être mis en place. Je crois beaucoup plus au fait d'avoir plus de policiers nationaux qu'on peut mobiliser et à ce qu'une mairie d'arrondissement, attentive comme elle l'est sur ce sujet dans le 15e, puisse flécher. Et j'en arrive donc, je fais le lien avec ma question, mais donc j'ai vraiment toutes les réserves possibles sur cette application. J'en arrive à la question. Je crois, Anthony, que vous avez, et j'ai pas bien compris, fléché, c'est ça, 7 points, 7 ou 8 points, si j'ai bien suivi, de vigilance accrue. Je voulais savoir si ces 7 ou 8 points, et ça c'est vraiment justement le rôle de la territorialisation et de la délégation d'un certain nombre de possibilités aux mairies d'arrondissement, justement de pouvoir flécher, que ce soit sur la propreté ou sur la sécurité, les points d'attention. Mais je voulais savoir si ça a été fléché pour la police municipale ou pour la police nationale ou pour les deux. Voilà, merci. Merci Florian pour vos questions. Peut-être simplement pour intervenir sur les différents points que vous avez évoqués. D'abord sur les expulsions, je ne crois pas avoir fait d'amalgame, mais j'ai bien précisé que ça concernait évidemment qu'une minorité des occupants des logements sociaux. Et il y a dans cette salle beaucoup de personnes qui vivent dans des logements sociaux et qui respectent tout à fait le droit. Je crois que des logements sociaux, néanmoins, c'est des droits et des devoirs, comme ce qui incombe à chacun d'entre nous, que c'est une chance de vivre dans un logement social parce que c'est un loyer qui, évidemment, défie toute concurrence de ce qu'on peut trouver dans le privé. Évidemment, il y a aussi des devoirs, le devoir de respecter le voisinage, la tranquillité de l'immeuble aussi, et que ça me paraît être quelque chose de bon sens que de dire quand on ne respecte pas les règles, bah, effectivement, on doit laisser la place à d'autres qui, eux, le respectent, mais c'est dans des cas particuliers, dans des cas très encadrés, évidemment, sous le contrôle du juge, et on fait ça en bonne intelligence avec à la fois les bailleurs sociaux, la justice, la police nationale, et effectivement, il y a beaucoup de cas qui nous sont retoqués. Malheureusement, ça dépendait que de moi, il y aurait sans doute plus d'expulsions, mais il y a beaucoup de cas qui nous sont retoqués parce qu'on doit rester dans un cadre extrêmement rigoureux et strict, mais évidemment aucun amalgame sur le fait que ce soit une infime minorité des occupants de ces logements sociaux. Ensuite, sur la prévention et le volet social, je suis parfaitement d'accord avec vous et je regrette la fermeture du centre et je me réjouis de l'ouverture prochaine du nouveau. Sur le volet prévention, on a beaucoup parlé de sécurité, mais j'ai aussi dans ma délégation la prévention qui est l'autre jambe essentielle également, parce qu'il faut toujours traiter le problème à la racine, et je crois que quand la police intervient, c'est d'une certaine manière, c'est sans doute déjà trop tard. La police, c'est comme des médecins urgentistes. Quand ils interviennent, c'est que le problème est déjà là et que la manière de traiter le problème à la racine, moi je crois qu'il y a deux choses. D'abord, faire de la prévention, et je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça nous amènerait trop tard dans la soirée, mais on fait beaucoup de choses sur le volet préventif pour essayer d'intervenir le plus tôt possible avant que ces jeunes ne dérivent vers une délinquance de plus en plus prononcée.
Et la deuxième chose, c'est la réponse pénale aussi. Je pense que ça aussi, c'est une forme d'éducation qui peut permettre de ramener un certain nombre de jeunes dans le droit chemin. Mais en effet, je conçois que la prévention, ce soit un des leviers très très importants aussi pour concourir à la tranquillité publique. Et on est d'ailleurs, je remercie la ville de Paris, ce sera l'occasion de le faire. On est d'ailleurs le seul arrondissement qui a eu au cours de cette mandature, entre 2020 et 2026, un poste d'éducateur spécialisé en plus. On travaille avec une association d'éducateurs spécialisés qui fait de la prévention. Tous les recrutements ont été gelés, puisqu'on faut faire attention à l'argent aujourd'hui qu'on dépense. Et donc, il n'y a eu aucun recrutement supplémentaire, sauf un dans le 15e. C'était ici. Et donc, on a la chance d'avoir eu cet éducateur spécialisé. Ils font un travail formidable de dentelle sur du long terme, mais pour essayer d'accompagner ces jeunes et de les orienter vers le droit chemin. Sur la territorialisation de la police municipale, Florian Sidbon l'a évoqué, c'est en effet quelque chose qu'on est en train de mettre en place. L'objectif, c'est d'avoir une police d'hyper-proximité avec, pour la police municipale, un référent par quartier, par conseil de quartier plus exactement. Le rôle de ce policier municipal, c'est de véritablement connaître comme sa poche ce quartier, d'être en contact avec les habitants, les associations, les gardiens d'immeubles, les commerçants, etc. Et donc d'être le point de contact privilégié avec lequel vous pourrez interagir et qui connaîtra ces problématiques et qui pourra intervenir avec la plus grande réactivité possible. Et enfin, sur voisins vigilants et solidaires, d'abord, vous précisez qu'évidemment, ça s'inscrit en complément de tous les autres leviers qu'on a évoqués. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un levier qui soit un coup de baguette magique et qui nous permette de répondre à toutes les problématiques. Il faut appeler le 17 en cas d'urgence, il faut appeler le 3975, il faut utiliser voisins vigilants pour communiquer avec les habitants et faire remonter un certain nombre d'informations. Il faut utiliser Écoute 15, on n'en a pas parlé, il y a une cellule d'écoute qui existe au commissariat du 15e avec une adresse mail dédiée qui vous permet de rentrer en contact directement avec la police du 15e arrondissement. Je vous invite à la noter et à leur écrire si jamais vous ne connaissez pas. Ça s'appelle Écoute 15, ECOUTE15@intérieur.gouv.fr et vous allez être mis en contact directement avec la police. Évidemment, ce n'est pas pour des problématiques urgentes, c'est via mail, mais néanmoins, ça vous permet de faire remonter un certain nombre d'informations, de photos au commissariat pour qu'ils puissent prévoir des interventions à ce sujet-là. Et donc tous ces outils-là, tous ces leviers-là doivent s'inscrire en complément les uns des autres. On n'a pas évoqué aussi Dans ma rue, qui est une application qui a été lancée par la ville et qui fonctionne très bien, qui vous permet de saisir directement les services de police municipale, de la propreté, etc. Si par exemple vous voyez... Vous rentrez chez vous, vous voyez des dépôts sauvages, vous pouvez prendre en photo le dépôt sauvage et ça va être envoyé à la direction de la propreté qui va pouvoir intervenir dans les plus brefs délais ou à la police municipale. Nous, on met un point d'honneur dans le 15e à répondre à toutes les sollicitations qui nous sont faites sur Dans ma rue. Donc, je ne dis pas que ça doit s'inscrire contre Dans ma rue, contre le 17, contre Écoute 15. Ça vient en plus avec quand même une nouveauté par rapport à tout ce qu'a évoqué Florian Sidbon sur cette application qui est la dimension horizontale. Vous l'avez bien compris, cette application, elle permet à la fois de saisir de manière verticale les autorités et votre serviteur, mais aussi la police nationale, mais aussi de manière horizontale les habitants. Il n'y a aucun moyen, parmi toutes les solutions qu'on a évoquées ici, qui vous permet de discuter, de rentrer en contact, de signaler un certain nombre de choses aux habitants qui vous entourent, qui vivent autour de chez vous et qui rencontrent les mêmes problématiques. Je vous prends un exemple très précis. Il y a eu, il n'y a pas plus tard que 3 semaines, des faux médecins du monde, on évoquait les vols à la fausse qualité, des faux médecins du monde qui ont tapé dans un quartier précis, aux portes, à toutes les portes, pour essayer d'arnaquer les gens. Et donc, évidemment, il y a eu une personne qui a mis une alerte sur voisins vigilants et solidaires en disant « Attention, il y a des faux médecins du monde qui essayent de vous arnaquer et qui vont taper aux portes ». Tous ceux qui avaient l'application qui était dans le quartier, ils ont pu être sollicités. Comment on aurait fait sinon? Et la personne aurait appelé la police. Très bien, on aurait essayé d'envoyer des policiers, on aurait peut-être mis la main sur ces gens, mais il aurait fallu encore tomber au bon moment, au bon endroit. Et il se trouve qu'on n'a pas réussi à mettre la main sur ces gens. Donc là, ça nous permet, à chacun d'entre vous, tous les habitants autour, d'être réactifs, d'être vigilants et de faire attention quand demain, il y a quelqu'un qui tape à votre porte et qui se prétend un médecin du monde. Donc cette communication horizontale à l'échelle des habitants, elle n'existe pas, il n'y a aucun autre outil qui nous permet de le faire. Et je souligne également un autre volet de cette application, c'est le volet de solidarité. Là, on évoque des sujets de vigilance, mais il y a aussi le volet solidarité. Il y a des personnes qui laissent justement des messages sur cette application pour
se rendre des coups de main. Ça peut être entre voisins. Est-ce que quelqu'un peut me dépanner quelque chose? Ça peut être quelqu'un qui laisse un message sur sa grand-mère pour l'accompagner faire des courses. On évoquait ce qu'on peut faire pour les personnes âgées. Donc ça, ce volet-là solidaire aussi, et ce lien, cette connexion entre les habitants, il n'existe pas à travers les autres volets. Donc encore une fois, ça vient s'inscrire en complément de tous les autres. Et sur les données, ces données, elles sont protégées, elles sont exploitées par la mairie du 15e et l'application Voisins Vigilants et Solidaires. Il n'y a aucune utilisation à des fins commerciales de ces données-là. C'est strictement inscrit dans la charte et les conditions générales d'utilisation de l'application. Et ces données, elles sont stockées sur un cloud qui est français, qui s'installe dans le 15e prochainement, qui s'appelle Scalway, qui est le cloud qu'utilise le ministère de l'Intérieur pour stocker aussi ces données. Donc, sincèrement, il n'y a rien à redire sur le volet de données. Je conçois qu'on puisse trouver que ça fasse une concurrence déloyale à certains autres leviers, mais je vous assure, tous ces leviers-là s'inscrivent chacun en complément les uns des autres. Merci Anthony. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non? Merci à vous. Il y a Louise Agathe. Juste une dernière chose par rapport aux arnaques, parce que c'est quelque chose qui a été évoqué hier soir par une conseillère de quartier Brassens, et je voulais aussi vous en parler. Soyez très vigilants dans ce que vous recevez dans les boîtes à lettres. Et c'est vrai que ce soir, on parlait plus spécialement aussi des personnes qui peuvent être vulnérables. Vous allez peut-être avoir, vous avez peut-être déjà vu dans vos boîtes à lettres, vous savez, les fameux petits cartons avec les numéros utiles. Et malheureusement, sur certains de ces cartons, il y a des logos Mairie de Paris où il y a marqué Mairie de Paris en gros dessus. Ça n'a absolument rien à voir avec la Mairie de Paris ou avec la Mairie du 15e. Ce sont bien évidemment des arnaques. Donc voilà, c'est quelque chose parmi toutes les arnaques qui peuvent exister. Il faut vraiment être vigilant par rapport à ça, parce que c'est vrai que on pourrait très bien se dire, oh bah tiens, c'est un papier de la mairie, parce que c'est vrai que parfois, les collectivités locales, on peut vous mettre des prospectus dans les boîtes, des journaux, des magazines pour vous informer. En l'occurrence, ça, les numéros utiles, pas du tout. D'accord ? Donc c'est vraiment aussi un des axes de vigilance à avoir. Ça a été redit hier soir en conseil de quartier Brassens, et je voulais vous en faire part également ce soir. On ne peut pas porter plainte contre ces gens, parce que c'est un plombier, un serrurier et je ne sais plus quel autre corps de métier qui sont associés, qui viennent toujours faire l'affichage à la sauvage et qui empêchent carrément le facteur de travailler, c'est-à-dire d'accéder au listing des locataires. Moi, il vient masquer toutes mes publications, enfin tous mes affichages. Donc il y a, bon, je sais pas, c'est un affichage sauvage en plus d'être une arnaque. Donc est-ce qu'il y a moyen de porter plainte? On a les numéros de téléphone de 3 personnes au final. Vous pouvez effectivement porter plainte, oui. Mais au nom de quoi? Parce qu'il n'y a pas de dégradation en soi, il y a juste dégradation de l'information. L'affichage sauvage. L'affichage sauvage, ok. C'est récurrent, là, j'en peux plus. Ok, merci. Je vous remercie pour votre présence, je remercie les conseillers de quartier. Je remercie Sylvie Sérac, Florian Sidbon, Louise Agathe et Anthony Samama pour leur présence. Bonne soirée à tous. Merci.